Yorana et bienvenue dans Manava. Les débats sur les retraites en France occupent l'actualité depuis plusieurs semaines. Mais où en sommes-nous en Polynésie? Pour expliquer le système de retraite polynésien, j'accueille Thierry Moser et Dimitri Pitoev qui ont présidé le COSER, Julia Ching qui est chef du service retraite à la CPS, et Émile Vernier qui est président du syndicat de défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Bienvenue à tous les quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'était le COSER et son utilité? Mais le COSER avait été instauré lors de la réforme des retraites de 2019, avec pour objectif de faire un bilan annuel des systèmes de retraite polynésiens et de faire des préconisations et des projections sur l'avenir des systèmes, de façon à ce qu'il y ait une réflexion. Dans la mesure où les systèmes de retraite s'anticipent sur très long terme, il faut prévoir 20-30 ans à l'avance ce qui va se passer. Et donc le rôle du COSER, c'était bien de faire ce bilan et cette évaluation dans l'objectif de préparer l'avenir. Et ensuite de soumettre des propositions Au gouvernement. D'accord. Julia, on va poser une question très simple, mais qui peut percevoir une retraite en Polynésie? Qui peut percevoir une retraite, c'est quelqu'un c'est un assuré qui a travaillé en tant que salarié et qui a cotisé un certain nombre d'années. Il faut qu'il ait 62 ans aujourd'hui, au 1er janvier 2023. Il faut qu'il ait 62 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge légal, pour ne pas avoir de pénalité, puisqu'il y a des abattements qui se font sur l'âge, et il faut qu'il ait un minimum de 38 ans d'annuité. D'accord, on va en reparler tout à l'heure, on va mettre ça bien au clair pour tout le monde. Une question pour Dimitri. Dimitri, selon toi, le système par répartition est-il équitable? Le système par répartition est le système le plus juste et le plus collectif pour l'ensemble des salariés. Les systèmes qui ne sont pas par répartition, qui sont donc auprès d'assurances ou d'entreprises privées, c'est à la carte selon les moyens de chacun. La répartition, elle assure à tous, en fonction d'une durée de cotisation et à un certain âge, un revenu minimum. Pour ça que la répartition, c'est ce que nous avons défendu tous, y compris au COSER. Nous avons adopté le principe par répartition et nous avons fortement encouragé à ce que le gouvernement le vote et le rappelle dans le début de la loi de la réforme de 2019, a rappelé son attachement au système par répartition. Donc ils ont suivi vos préconisations. Absolument. Donc ça, c'est une bonne chose. Émile, comment les retraités polynésiens ont accueilli la mise en place de ce système? Le système par répartition. Oui. D'abord, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le système de retraite de la CPS, ça a toujours été par répartition. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les personnes, tant qu'elles bénéficient d'une pension de retraite, elles ne s'inquiètent pas du système. Oui, tu as raison. Oui. Le système, aujourd'hui, c'est les jeunes salariés qui cotisent pour payer les pensions des anciens. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Donc, je ne pense pas que c'est cette question qui intéresse vraiment les personnes. Ce qui les intéresse, c'est de continuer à toucher une pension de retraite. Thierry, comment le régime de retraite est financé? Tu peux nous expliquer ça? Alors, le régime de retraite, c'est un régime qu'on pourrait appeler assurantiel, c'est-à-dire qu'il est financé par les cotisations des gens qui travaillent, des actifs, des salariés, et donc il sert à payer les retraites des retraités quand ils auront fini leur carrière. Donc aujourd'hui, alors il se trouve qu'il y a quelques contributions exceptionnelles qui existent dans le système. Il faut retenir qu'aujourd'hui, ce sont bien les cotisations qui payent les retraites. Il n'y a pas aujourd'hui de financement externe, style fiscalité ou etc. C'est bien ce système qui fonctionne comme ça. Et le système est pérenne? Alors, le système est pérenne. Le problème, c'est que depuis 20 ans, le nombre d'actifs salariés est resté stable. Le nombre de retraités a doublé. Voilà, c'était mon autre question, c'est que l'allongement d'espérance de vie fait que aussi on a peut-être un déséquilibre? Alors, ce n'est pas que l'allongement d'espérance de vie, c'est aussi l'évolution démographique générale de la natalité qui fait ce résultat-là. Pour la tranche, on est même à avoir triplé le nombre de retraités depuis 20 ans. Donc, au bout d'un moment, on voit bien que le système, il arrive à certaines limites, parce qu'il ne faut pas que le poids des cotisations sur les actifs soit excessif par rapport à ce que coûte le système de retraite. Donc c'est à ce moment-là qu'on risque de devoir le financer différemment? C'est là qu'il faut revoir le système.
Alors le revoir, on peut le faire de plusieurs manières. Il y a un système qu'on pourrait appeler paramétrique qui consiste à revoir l'âge de départ, les durées de cotisation, voire même le montant des retraites. Ça, c'est le système paramétrique. Ou on peut réfléchir à une réforme plus structurelle, de revoir le système plus en profondeur. C'est l'objet des débats qu'il faut qu'on ait maintenant dans les mois pour qui préparer, viennent, parce voilà, que pour les préparer. années qui viennent, de façon à garantir effectivement que les jeunes d'aujourd'hui auront une retraite, je dirais, décente à la vie. On ne peut pas dire qu'ils n'auront pas de retraite, parce qu'il y aura toujours une retraite de versée. Une retraite de montant raisonnable qui leur permet de vivre décemment à la retraite. Julia, on va être un tout petit peu technique, mais quelles sont les obligations du retraité? C'est-à-dire que le retraité, donc maintenant ne travaille plus, est-ce qu'il a des documents à fournir tous les mois, il a des déclarations, des choses particulières à faire? Alors, la CPS est chargée du contrôle hein, du versement de ces retraites. Donc, on a sur la période de octobre à décembre, on va vérifier si ces retraités sont toujours en vie. Donc, il faut savoir qu'on a quand même à peu près 37 000 bénéficiaires et qu'il faut vérifier si on doit continuer à verser Ouais, leur très clairement, retraite. pour pas que les familles continuent à percevoir une Ben retraite de oui, de quelqu'un qui façon n'est plus là. indue. Voilà, Voilà. de façon indue. Donc, on a mis en place, on a connu une CPS qui accueillait mais des foules et des foules de personnes au mois de janvier. Et donc, on a revu un peu au fil des années le système. Donc, on a mis en place des dispositifs, notamment par rapport à des soins. Quand un retraité a des soins sur l'année N, 2022 par exemple, ben on va continuer à verser sa retraite en 2023, par du principe qu'il est toujours vivant. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de soins. Ils sont à peu près 8 000. Donc 5 000 à peu près en Polynésie et 3 000 hors Polynésie. Oui, parce que des Polynésiens peuvent très bien percevoir leur retraite en Polynésie, mais vivre à l'extérieur. Tout à fait. Et donc, ceux qui vivent en Polynésie, les 5 000, on a un partenariat fort avec les mairies qui nous aident, parce que les mairies sont très très proches de leur population. Donc, ils nous aident à dire, bah oui, monsieur Tétouanoui Dupont est vivant. Et celui-là, il est décédé, par exemple. Donc, on travaille, on a un partenariat très fort avec les mairies. Et puis, il y a ceux que les mairies ne connaissent pas. Donc, ceux-là, on va leur couper leur retraite au 1er janvier, on va suspendre le paiement Pour et qu'ils ils se doivent manifestent. se manifester auprès de nous. Alors, nos oui. antennes sont là, nos guichets CPS sont là. Ils peuvent se manifester aussi par courrier, mail, voilà. Et on enregistre, nous, ce qu'on appelle leur certificat de vie et on reprend les paiements. Et s'ils le font par anticipation, ça va éviter de couper le... Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut le faire de octobre à décembre. Ah voilà, ils ont une période pour se manifester. Voilà. Et on a une particularité pour ceux qui vivent hors Polynésie, puisque on a des pensionnés qui sont un peu partout, en Thaïlande, à Jérusalem, en Afrique du Sud même. Et donc, on leur demande de se rapprocher de leur consulat, ambassade, pour nous fournir un certificat de vie qu'ils nous transmettent par mail pour la mise à jour de leur dossier. D'accord. Thierry, je t'entendais sourire quand tu disais qu'il fallait que les gens, quand Julia disait que les gens devaient se manifester, mais c'est vrai que bon, c'est évident puisque sinon on peut tomber sur des personnes qui abusent du système. C'est un peu ça aussi. Comme dans tous les systèmes. Hélas, ouais. Au sein du COSER, qui pas présidait, mais qui faisait partie du pôle pour réfléchir. Vous aviez plusieurs types de personnes, syndicats, peut-être, je sais pas, syndicats des patrons, ce genre de choses. Et le concert était composé de 5 représentants des patronaux, des employeurs, 5 représentants des syndicats de salariés, 2 représentants des retraités et un représentant, je dirais, des jeunes, puisque c'était la chambre économique. Donc le mode de travail, c'est que pour chaque rapport ou chaque préconisation, il y avait des rapporteurs. Et ce sont ces rapporteurs qui présentaient et qui rédigeaient les rapports. D'ailleurs, mes 2 collègues qui sont là faisaient partie des rapporteurs de toutes les productions du COSER pendant les 4 ans qu'il existait. Donc si on a réussi à mettre un système en place, ça veut dire que tout le monde s'est entendu et que vous avez réussi, donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on va tous dans le même sens. Ça veut dire que ça soit patron, syndicat ou jeune chambre économique, tout le monde est allé dans le même sens. Comme toute Avec des préconisation, discussions évidemment, mais il faut trouver des consensus ou des arbitrages. Donc les rapports n'ont jamais été votés à l'unanimité parce qu'il y a toujours des participants
qui ne sont pas d'accord. Mais globalement, par exemple, les préconisations qu'on a fait avaient été votées avec 9, je crois, votes sur 13. Ouais, donc c'est Qui est quasi, quand même- c'est quasi unanime, on va dire. C'est pas unanime, mais bon, c'est une forte Quasi- majorité. Émile, les retraités en Polynésie sont mieux lotis que les retraités en France? Ah ben ça, il faut le dire, hein, on a plus de chances que les Français aujourd'hui, parce que bon, on sait ce qui se passe en France. Et vu le nombre de personnes concernées, ça va pas être facile à... Puis sans compter qu'il y a il y a les manifestations. Donc moi, je crois qu'ici, ce qu'il faut dire, hein, c'est que la CPS a vécu ses vaches grasses, on peut dire. Pendant des années, le départ à la retraite a été facilité. Et la retraite était même devenue un genre d'amortisseur social, comme on dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un perdait son emploi quand il avait l'âge, il fallait partir à 50 ans à l'époque. 50 ans, c'est jeune. Tu pars à 50 ans, tu as 40 ans de vie derrière. Donc, le système polynésien était très favorable, mais je crois que c'est aussi ça qui a fait que on s'est retrouvé dans la situation où on est aujourd'hui, où il faut absolument réformer le système. Sinon, comme on dit, il y aura toujours des salariés qui vont continuer de payer des cotisations, mais le montant des pensions va diminuer au fur et à mesure des années qui vont passer. Donc, il faut le dire clairement, le système polynésien est très avantageux, était très avantageux. Il est un peu toujours, mais j'ai peur que ça diminue par les années qui viennent. Dimitri, j'imagine que quand vous avez réfléchi au COSER à tout ça, vous avez pris en ligne de compte ce genre on va dire, d'arguments et vous avez fait en sorte que ça puisse rester viable et intéressant. Quand je dis intéressant, c'est pour pouvoir vivre correctement. Oui, le premier travail qu'on a réalisé, c'est faire le bilan le plus exhaustif possible du système, avec à la fois les avantages, les inconvénients. Comme le disait Émile, jusqu'en 2009-2010, on pouvait partir à 50 ans avec 15 ans de cotisation. Donc il y a des tas de gens qui sont partis à cette époque, qui aujourd'hui sont toujours vivants, et qui donc pèsent sur les comptes de la CPS. Ils pèsent, ils touchent leur pension. Oui, c'est normal, oui. Logique. Alors la réforme du système, qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu que l'âge du départ à la retraite recule, et donc que les gens cotisent plus. C'est pour ça que aujourd'hui, en 2023, l'âge légal, c'est 62. Et on ne peut plus partir avant 57, avec des pénalités. Et à 62 ans, ceux qui n'ont pas la durée de 38 ans, évoquée par Julia, ils ont une pénalité de durée de cotisation. Ce qui fait que tous ceux qui ne remplissent pas, et toutes celles qui ne remplissent pas les conditions, se trouvent avec des pensions qui sont amoindries par rapport à ce qu'ils auraient pu espérer avant. Il a fallu s'adapter. Oui, mais il a fallu s'adapter, et surtout, c'est l'idée que il faut toucher une retraite la plus proche du taux plein par rapport à une durée la plus complète et à l'âge légal de la retraite. Alors, on va essayer de l'expliquer dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Thierry Moser et Dimitri Pitoev, qui ont présidé le COSER, qui était le Conseil d'orientation et de suivi des retraites, Julia Ching, qui est chef du service retraite à la CPS, et Émile Vernier, qui est président du syndicat de défense des intérêts des retraités actuels et futurs. Émile, question pour toi, quelles sont les questions et interrogations récurrentes posées par les retraités ou futurs retraités? C'est une question qui n'est pas facile, mais en général, je pense que les gens qui ont travaillé, qui ont cotisé, ils se demandent parfois s'ils ont assez cotisé ou s'ils n'ont pas assez cotisé. Parce que le système de retraite polynésien, par répartition, il faut cotiser. Il ne faut pas parler de pension de retraite lorsqu'on n'a pas travaillé du tout, quand on n'a rien cotisé. Donc, il faut que les personnes sachent que des cotisations vous apportent une pension. Plus tu vas cotiser longtemps, plus le montant de ta pension sera élevé. Donc, à partir de là, c'est plutôt de ce côté-là qu'ils veulent savoir combien ils vont gagner avec 10 ans de cotisation, 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. Il faut bien faire la différence entre le fait de cotiser et le fait d'avoir travaillé. Non, normalement, quand tu travailles, tu dois cotiser. Sauf que parfois, si tu as été au RNS, ce genre de choses, tu n'as pas spécialement cotisé. Ben non, mais si, au RNS d'ailleurs, il faut le dire aussi, les RNS peuvent cotiser aussi, ont le droit de cotiser à titre volontaire
au régime des salariés. Ils ne cotisent pas. Donc, en clair, ils font la démarche pour cotiser. C'est ça. C'est ça, Julien. Oui, vas-y, Dimitri. Au RNS, la situation est la suivante. Ils sont 12 500 en maladie, 13 000. Il y en a 560 qui cotisent volontairement à la retraite. C'est ça. Donc 560 sur 12 000 ou 13 000, c'est pas beaucoup. Et c'est une volonté ou c'est un manque de connaissances? C'est un choix parce qu'il est vrai que la cotisation, pour ceux qui sont au RNS, est extrêmement lourde, puisque c'est à la fois la part patronale et la part salariale des salariés. Et donc, aujourd'hui, en tranche A, et sur la tranche A seule, aujourd'hui, cotiser à 23% sur ce qu'on gagne quand on est en actif non salarié, 23%, c'est énorme. Et donc, nous, on a des préconisations là-dessus, mais enfin, la situation fait que, et la cotisation est telle que, il n'y a que 560 cotisants volontaires du RNS sur les 13 000 inscrits. Donc, ce qui montre qu'il y a alors je vais pas dire un problème, mais il va y avoir un problème plus tard de toute façon, parce que si ces personnes-là n'ont pas cotisé et qu'elles sont au RNS pendant 20 ans, ça va générer un vrai problème au moment de la retraite. Il y a un vrai souci, c'est que ils auront le droit au minimum vieillesse. Donc ça veut dire que des préconisations ont dû être faites, c'est ce que tu disais, Dimitri, et que clairement le gouvernement va réfléchir à ça, ou l'instance qui doit travailler dessus. Nous, on préconise que le système de retraite soit adapté aux non-salariés et qu'ils aient une obligation de cotisation. Reste à trouver les modalités et comment on le fait. Oui, mais bon, s'il y a quand même plus de 12 000 personnes qui sont concernées, ça fait déjà une bonne partie des actifs. Absolument. Donc, à y réfléchir. Julia, quels documents, on va rentrer un petit peu dans le concret, et quels documents sont indispensables pour un dossier quand on veut préparer sa retraite? Alors, je profite de faire de la communication. Il est super important de penser retraite, pas au moment de partir, mais au moins longtemps à l'avance. Donc, moi, je préconise 6 mois avant le projet de départ à la retraite, de se rapprocher de la CPS, de pouvoir demander votre relevé de carrière. Alors, c'est quoi le relevé de carrière? C'est un récapitulatif de toutes les annuités que vous avez eues dans votre carrière salariée, et c'est la base du calcul de la pension de retraite. Pour en revenir à la demande de retraite, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Donc la personne, elle doit déposer une demande. Et attention, depuis 2019, la demande de retraite, elle va démarrer le mois qui suit le dépôt de la demande. Donc ça, c'est super important. Je veux partir au 1er juin. Il faut que je dépose grand maximum au 31 mai. Donc, il y a encore aujourd'hui des personnes qui se font avoir. Je veux partir à la retraite au 1er juillet. Eh bien, je vais déposer juillet. Non. Le puis juillet, ça va commencer. Ça va démarrer au 1er août. Voilà. Donc, pour la demande, c'est relativement simple. C'est un relevé de carrière que la personne doit valider. Il y a un bureau dédié à la CPS pour ça? On a un service de retraite, on est 26 personnes dans votre service. On a un guichet, mais tous les guichets CPS, les antennes CPS sont à même de pouvoir récolter aiguiller, orienter, expliquer. Voilà. Par contre, le traitement, la liquidation de la retraite, elle se fait au service de retraite. C'est comme ça. Émile, Dimitri, j'imagine que de votre côté, vous devez donner quelques explications, et Thierry aussi bien sûr, mais quelques explications en amont. On doit se tourner vers vous pour un futur retraité vient vous voir en disant comment ça va se passer, Dimitri? Oui, moi pendant les vacances scolaires, là, comme j'étais dans l'enseignement privé avant, j'ai reçu une dizaine d'enseignants qui souhaitent partir à la retraite, et je leur explique à chaque fois, ta situation fait que si tu pars à tel âge, ça fera tant. Si tu pars, je leur explique tous les cas de figure en leur disant, écoute, c'est toi qui choisiras, mais tes droits seront les suivants, à tel âge avec telle durée, à tel âge avec telle durée, sachant que, ce qu'on n'a pas dit encore, à 65 ans, celui qui part à 65 ans, il part sans aucune pénalité, ni d'âge, ni de durée, avec les droits acquis.
C'est-à-dire, s'il a cotisé 30 ans, bah, il aura 30, 38e. S'il a cotisé 35, 35, 38e. S'il a cotisé 20, 20, 38e Oui. du maximum. Mais avant, il y aura une pénalité de durée de 62 à 65 ans. Et avant 62, il y aura une pénalité d'âge. Pénalité d'âge, 6% par an. Pénalité de durée, 2% par an. Donc il manque 10 ans de cotisation, c'est 20% sur la pension. Ah, et tout de suite, ça pèse. D'accord. Il manque 2 ans, ça fait 12%. Et 12% qui s'additionnent avec le 20, vous perdez 32% sur la pension. Donc tout ça, Julia, vous l'expliquez évidemment aussi. Je confirme. Oui, oui, oui. Et tout le monde est à même de le comprendre ou quelquefois ça prend un peu de temps? Non, il faut expliquer. Il faut prendre le temps Il d'expliquer. faut expliquer, voilà. Tu pars, t'attends, tu pars tant, tu enlèves tant. Et donc tu fais une règle de 3. Et donc ils font la règle de 3 et ils arrivent. Ça va, tout le monde comprend. Thierry, vas-y. Oui, je voulais ajouter que il faut bien que les gens comprennent que la retraite, c'est un changement dans la vie des personnes, et donc ça se prépare comme un projet. Et moi, j'ai toujours été surpris dans l'entreprise par le nombre de salariés qui décident au dernier moment de partir. Et qui vont dire, bah, tiens, je pars le mois prochain, ou je pars à la fin du mois, ou dans 2 mois, etc. Donc aussi bien par rapport à la vie des gens que par rapport à la retraite qu'ils vont toucher, c'est vraiment important de passer le message que ça se prépare une retraite, de tous les points de vue, personnel, financier, etc. Julia parlait de. Je vais faire Voilà. juste. Julia parlait du côté où on le prépare, mais c'était pour le dossier technique. Mais Et je toi, pense tu que parles c'est de le aussi- préparer pour le changement de vie. Je pense que ça, c'est un message à passer également. Tout ça va ensemble. Hein, on ne décide pas de partir à la retraite tout d'un coup à la fin du mois parce qu'on on a une. Oui, parce qu'on en a parlé avec des fatigue, amis, voilà. on a un coup de fatigue Voilà. ou tout ça. Voilà, Voilà. c'est pas du jour au lendemain, quoi. Voilà. Il faut réfléchir à son changement de vie. Tout à fait. Les personnes qui, Émile, tu en reçois beaucoup, est-ce qu'elles sont préparées à ce changement de vie? Non, en règle générale, les personnes ne préparent ce changement de vie qui arrive, hein, parce que en fait, souvent, tu tombes malade et tu prépares un peu plus vite ta retraite. Hein. Mais en tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que qui dit retraite dit versement de cotisation. Il y a un mélange ici entre la retraite, la pension de retraite et le minimum vieillesse. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils ont un minimum vieillesse, donc ils sont retraités. Pas du tout. Donc, ce que je veux dire aux salariés que je rencontre, qu'on va rencontrer demain, c'est de leur dire qu'il faut se mettre dans la tête que plus tu cotises et plus le montant de ta pension va être élevé. Quand je vois des gens qui ont à peine cotisé, mais qui approchent l'âge de 57, 58, 59 ans, leur calcul parfois c'est de dire ceci: je vais m'arrêter maintenant, je prends ma retraite maintenant, je vais aller voir la CPS combien je vais gagner, et de toute façon je vais attendre ensuite 62 ans pour bénéficier d'un complément de retraite. D'accord. C'est un peu cette mentalité qu'il y a aujourd'hui. Parce Sauf que le calcul est pas bon. le calcul est plus ou moins bon. Mais il faut atteindre les 62 ans aussi. C'est ce qu'expliquait Dimitri tout à l'heure. Ouais, ouais. Ah oui. Donc, c'est un peu pernicieux aussi d'un côté ce système d'allocation complémentaire de retraite parce que ça peut inciter des gens à ne plus travailler et à attendre tranquillement d'avoir l'âge de 62 ans. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui a travaillé, mettons, 20 ans de sa vie, il va voir que sa pension va se monter à 30 000 francs. Ben, il va se dire, il a 58 ans par exemple, il va se dire, bon, je vais prendre ces 30 000 francs déjà, et je vais attendre mes 62 ans pour pouvoir demander l'allocation complémentaire de retraite. Donc, je trouve que c'est... Bon, il faut le mettre, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des petites pensions du style 30 000 ou quoi, ou moins même parfois. Mais par contre, il faut inciter les gens à travailler. Parce que c'est en travaillant qu'on se constitue sa retraite. Les fameuses cotisations dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, Dimitri. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est, comme le disaient Thierry et Émile, la retraite, ça se prépare. Il ne faut pas espérer toucher l'équivalent de son salaire et de son dernier salaire. C'est bien de le dire. Oui, oui, oui. Donc, disons-le tout de suite, en moyenne, pour quelqu'un qui a cotisé 38 ans, le revenu de remplacement, c'est-à-dire la pension de retraite, c'est 2/3 du dernier salaire, pas plus. D'accord. Donc celui qui a fini à 300 000, il peut espérer 200 de retraite, peut-être 200. Oui, enfin voilà, 200. Et il faut faire le calcul que c'est avec ces 200 qu'il faudra vivre. C'est vrai qu'il y en a qui espèrent plus. Il y en a qui disent non, mais moi j'aurai ma pension de retraite.
Donc, il faut le savoir. Le revenu de remplacement sera de 2/3 du dernier salaire, dans le meilleur des cas, sans les pénalités. Alors, sur l'allocation complémentaire de retraite, sur les droits acquis, quand les gens n'ont pas l'âge, où ils ont une pénalité de durée, la pension sur droit acquis, comme le dit Émile, elle est faible, 30, 40, 50. Mais à l'âge légal, les salariés touchent l'équivalent du minimum vieillesse. Ça veut dire de toute façon, un célibataire, c'est 85 000. Celui qui a à charge son concubin, sa concubine sans être marié, on est à 125 000. Et marié, c'est 148 000 francs CP de pension versée. Sur ces 148 000, s'il y a 30 000 francs de droits acquis par cotisation, eh oui, il y a 118 versés au titre de la solidarité, payés par l'impôt. Et ça, il faut le savoir. Ça a été... Tu l'as expliqué clairement, en tout cas. Donc ça, c'est une bonne chose parce que je pense que beaucoup de personnes font l'amalgame. Et donc, je vous remercie tous les quatre d'avoir pris le temps de détailler tout ça et de nous avoir amené votre expérience parce que je pense que le sujet est intéressant, surtout qu'on en parle beaucoup. Ravi de vous avoir accueillis sur ce plateau. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.